Bonsoir, merci de m'inviter à nouveau au Cercle Aristote. Je vais vous parler ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, on ne sait pas, quand vous la regarderez. Je vais vous parler de Clovis aux origines de l'histoire de France. Lors du 15e centenaire du baptême de Clovis, j'avais écrit un petit livre, et dans ce petit livre, je disais ceci. Le 15e centenaire du baptême du roi Clovis ne peut échapper aux différentes lectures. Les uns n'y voient qu'une dimension spirituelle, d'autres une dimension nationaliste, et d'autres encore une dimension germano-européiste. Tous s'opposent aux conceptions gauloises des origines. Paradoxe, par exemple. La France serait née bien avant la France, dans un temps où la notion même de nation n'avait strictement rien à voir avec ce que nous nommons aujourd'hui. Qu'importe, il faut imposer pour pouvoir disposer de l'histoire. Les notions d'État, de nation, de souveraineté et même de politique n'étaient pas de ce monde-là. Mais on se doit de faire comme si pour pouvoir faire comme ça. La Gaule fut occupée par des Gaulois avant de l'être par quelques Francs. Mais la Gaule, comme la France, fut occupée par des peuples hétérogènes. L'influence étrangère du nord au sud ne fut jamais ni identique ni homogène. Ce qui permit l'union est bien la geste royale et le commencement en est bien la révolution clovicienne. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de nier que les territoires de France, enfin les différents pays de France ont été occupés par les Gaulois, et pas seulement par les Gaulois d'ailleurs. Il ne s'agit pas du tout de nier que avant que la France soit la France, ces territoires ont une histoire. Il s'agit simplement de constater que l'histoire de France, en tant que pays pas vraiment constitué, mais en voie de constitution, démarre avec Clovis. Il serait mensonger de l'ignorer. Évidemment, depuis Michelet, depuis la moitié du 19e siècle, on a tendance à voir en Clovis d'abord les antériorités gauloises, puis après Clovis, etc., une espèce de lignée, une espèce de continuité. C'est une continuité qui n'existe pas vraiment, puisque Clovis, en fait une révolution au sens le plus complet du mot, c'est-à-dire qu'il va créer quelque chose qui n'existe pas, mais qui se rattache non pas à des traditions françaises, mais à des vieilles traditions politiques, qui est de créer une monarchie. Pareil, le mot monarchie est un peu tendancieux dans la mesure où c'est évidemment pas la monarchie du XVIIIe et du XIXe siècle. Ne confondons pas tout. Nous sommes là au 5e siècle, 5e, 6e siècle, début du 6e siècle. Clovis n'a pas en tête nos constitutions politiques. Les Francs ont une vie avant d'arriver au pouvoir. On a tendance à oublier ou ignorer que les Francs, c'est un peuple. Alors moi, je ne dis pas peuple, parce que les Francs, ce n'est pas vraiment un peuple. Ce sont des tribus, familles gauloises, germaines, de Germanie, qui sont installées depuis à peu près l'an 0, on va dire. Ça peut être avant, un peu après. Les études approfondiront. Sont installés autour de ce que les Romains appellent le lac Flévaux, c'est-à-dire l'embouchure du Rhin. Ils sont, grosso modo, installés dans la Hollande actuelle. Les autres, pourquoi ils ne suivent pas la même trajectoire que les autres Germains qui, eux, passent, je dirais, par l'Orient de cette position? Tous les peuples germains vont passer de l'autre côté. Eux, ils sont installés là. Et au IIIe siècle, fin du IIe, début du IIIe siècle, il y a une montée des eaux
qui n'ont rien à voir avec les réformes climatiques actuelles. Oui, il y avait une montée des eaux, c'est-à-dire que les plaines qui n'étaient pas humides deviennent humides, et donc ils vont migrer, les tribus, familles vont migrer par la Belgique et vont se heurter à la séparation de la Belgique entre la zone romaine et, disons, la zone germanique. Enfin, il n'y avait pas vraiment de zone germanique, mais enfin, les espaces qui n'étaient pas romains reconnus par les Romains. Nous sommes au 2e-3e siècle, c'est-à-dire que en l'espace de 2 siècles, 3 siècles, ce petit peuple, ce petit groupe de gens, ce petit rassemblement de gens va constituer une force absolument incroyable. Ils vont guerroyer contre les Romains. Pendant tout le 3e siècle, ce sont des bagarres pour pénétrer dans la zone romaine du côté de la Belgique, qu'on appelle dans la romanité la Belgique seconde. Et une autre partie va migrer le long du Rhin, c'est ce qu'on va appeler les Francs rhénans, ceux qui vont s'installer sur les rives du Rhin. En Orient. Le mot est peut-être un peu exagéré, mais disons, ce sont ceux qui vont conquérir le Luxembourg, l'Alsace, si on veut, et ces choses-là. Pour dire que l'Orient n'est pas le Grand Orient. On dit à l'époque l'Orient, les Francs d'Orient et les Francs occidentaux. Les Francs occidentaux, d'où va venir Clovis, c'est une autre histoire. Ces Francs orientaux vont participer de l'Empire. Vont participer de l'Empire romain parce que très rapidement, ils vont être engagés dans les armées. Certains vont même avoir des destinées très importantes. Je pense à Botho. Botho est un franc rhénan qui va marier sa fille au fils de l'empereur et qui va, cette mère de famille, bien sûr, va donner naissance au futur empereur. Pour vous dire déjà, mais pas seulement, ce sont des troupes militaires alliées de Rome. Rome fabrique en régiment de ses alliés, en régiment des tribus, en peuple létique, le peuple et signe des fédus avec eux, des traités de paix, et les installe, plus ou moins, accepte qu'ils s'installent contre la défense des frontières. Au point tel que dans l'Empire romain, quand il y a la séparation entre l'Orient et l'Occident, ce sont 2 chefs francs qui commandent. Un du côté occident, c'est Botho, et de l'autre côté, c'est Arbogast. Du côté oriental, c'est Arbogast, qui est aussi un franc. Rhénans, qui viennent tous, d'ailleurs, ils sont cousins ou quelque chose comme ça. C'est toujours difficile dans ces époques-là de faire des lignées et de bien les établir. C'est pour montrer que les Francs participent de la romanité bien avant Clovis. Ils ne sont pas ignorés. D'ailleurs, avant qu'ils soient installés comme troupes létiques, évidemment, les Romains les combattent. Et quand, à Trèves, dans la ville de Trèves, on organise des grandes fêtes pour montrer comment on appelle ça, leur échec, l'échec des Francs, on les appelle les Jeux des Francs. Au 3e, 4e siècle, il y a organisé des jeux de cirque, à la gloire, bien évidemment, des Romains qui viennent de gagner contre ces peuples-là. Ça, c'est une partie de l'histoire des Francs qu'on a, ou des Francs, ou de ces peuples, familles qui ont migré et autres. La partie occidentale, celles qui vont être en Belgique seconde, vont devenir des troupes auxiliaires de Rome. Rome, au 4e, 5e siècle, Rome est perdue. Ce sont des empereurs un peu factices, plus usurpateurs, souvent chefs de petites bandes qui prennent le pouvoir. Rome est éclatée. La seule Rome qui existe encore un peu, c'est celle de Constantinople. C'est la Rome orientale qui maintient la romanité. À l'intérieur de la romanité romaine, occidentale, c'est affreux à dire, mais il n'y a plus de pouvoir politique.
Par contre, il y a toujours évidemment des Gallo-Romains, il y a toujours des Romains, il y a toujours des Latins, il y a toujours tout ça. C'est le moment, à partir du IVe siècle, fin du IVe siècle, que commencent ce qu'on a appelé les grandes invasions. Par rapport à nos événements actuels, ces grandes invasions, il n'y a personne. Hein. Si on essaye de comprendre un peu, les Visigoths, ce sont des Germains autour de la mer Noire qui ont migré. Ils vont migrer de deux façons différentes. Une avec leur chef, ça va être les Ostrogoths, avec leur roi. Les Ostrogoths vont conquérir l'Italie. Ça sera d'ailleurs au moment à l'époque de Clovis, ça sera un roi ostrogoth qui gouvernera à Rome. Voilà. Alors qu'une autre petite partie, ce qu'on a appelé les Visigoths, eux vont errer pendant 50 ans, 60 ans à travers l'Empire romain. Les Romains vont finir par les installer dans le sud de la France, du côté de Toulouse. Donc ils sont installés, Visigoths, peuple germanique, ils sont installés par les Romains. Une autre branche, je dirais, des Germains, qui sont qui va donner la Bourgogne, les Burgons, qui eux vont s'installer le long de la Saône et du Rhône. Ils vont même constituer Rhône-Saône, mais Saône qui va jusque dans le Jura et une partie de la Suisse. Pour vous dire quand même que le royaume burgon est assez immense, il descend presque jusqu'en Arles. On trouve aussi dans les invasions, on trouve quelques Saxons du côté de la Normandie, on trouve et autres, et les Francs qui sont installés pas directement sur le territoire français actuel. Ils sont installés en Belgique seconde, sur la Belgique francophone, pour simplifier. Mais cette Belgique seconde s'étend, pour les Romains, administrativement, jusqu'à Reims. Tout le nord de la France jusqu'à Reims. Ce qui fait qu'effectivement, ils sont les représentants militaires de Rome. Ils deviennent les représentants militaires de Rome quand il n'y a plus d'empire, quand il n'y a plus d'empereur pour donner des ordres. Pour bien montrer dans quel contexte les choses se font, elles sont comme ça. À Rome, il y a toujours un pape, mais le pape est contesté. Il y a deux papes. Le roi Théodoric appuie Anastase, mais il y en a un autre, Laurent, qui est aussi élu. Et c'est une bagarre. Je vous expliquerai après pourquoi il y a ces bagarres. Parce que c'est des querelles religieuses, évidemment, qui conduisent. Rome, le roi Théodoric, ostrogoth, et Rome pape, contesté deux papes. De l'autre côté, plus d'autorité régionale. La moitié de la Gaule impériale, si on veut, disons ça comme ça, est occupée soit par les Burgonds, soit par les Visigoths, ou par d'autres peuples. La différence, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est que les Visigoths et les Burgonds vont construire, à l'exemple des Romains d'ailleurs, des lois. Mais ils vont accaparer un tiers du territoire. C'est-à-dire que toutes les familles romaines et gallo-romaines qui vivent sur la France, à peu près 6 à 7 millions d'habitants, à peu près. On peut se tromper d'1 million près, parce qu'on n'a pas de recensement véritable. Et puis ça dépend où on arrête la frontière des uns et des autres. Donc ils ne représentent pas grand-chose. Les Visigoths, c'est 60, 80, peut-être 100 000 personnes au bout du compte. Les Burgonds, c'est à peu près la même chose. Donc ils accaparent les biens des Gallo-Romains légalement. Pourquoi je dis légalement? Parce que les empereurs n'existant plus, ils ont cessé les troupes alliées, les troupes létiques ont cessé de recevoir une paye, d'être payés. Ils étaient payés, ils étaient rétribués. C'était des militaires, des fonctionnaires militaires. Et ce qui fait que la plupart des empereurs romains ont fini par leur donner la possibilité de prélever localement leurs moyens de subsistance. Et c'est avec cette décision, ils entretiennent une force militaire qui protège, et en même temps, cette contrepartie, c'est de pouvoir s'accaparer des domaines et des biens.
Ils le font chez les Bourguignons, on va dire les Bourguignons pour simplifier, et ils le font chez les Toulousains, c'est la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes lois, c'est pas tout à fait... Mais on accapare, on prend profit. Alors, on va me dire, mais bon, ça pose pas forcément un problème, les Francs font-ils la même chose? Les Francs localement, non, font pas la même chose. Ils ne prennent que ce qu'il faut pour entretenir l'armée. Pourquoi ils le font? Parce que les Francs, c'est pas grand monde, c'est au maximum 5 ou 10 000 personnes. Femmes et enfants compris, vous voyez bien que c'est totalement... hein. Et ils sont sous l'autorité, enfin, ils sont pas sous l'autorité, ils sont avec l'autorité impériale religieuse. Et dans la province, dans la Belgique seconde, la religion, c'est Saint-Rémy. Or, Saint-Rémy est catholique. C'est là où il faut amener ce qui va conduire la politique. C'est pas seulement les armes, les dates et les armes, c'est pas ça qui conduit la politique. À l'époque, c'est l'occupation de la romanité par des troupes barbares qui s'accaparent. Mais ces troupes barbares ont eu une ethnogénèse qui les a amenés à devenir chrétiens arianisme. L'arianisme, ça n'a rien à voir avec la race, ça a à voir simplement avec l'évêque Arius, qui prêche que le corps du Christ, le Christ lui-même, ne participe pas il n'y a pas la Trinité, il ne reconnaît pas la Trinité du Christ. Je simplifie, les spécialistes pousseront des hurlements peut-être, mais c'est la raison, c'est on ne reconnaît pas le Christ comme un Dieu. C'est les Ariens. Sauf que Arius va avoir beaucoup de succès chez les peuples germaniques pour une raison simple, c'est que c'est le premier à traduire la Bible et les évangiles principaux en germanique. Ce qui fait que tous les peuples germains qui vont envahir l'Empire vont, pour la plupart, être arianistes. Les Goths et les Visigoths, Ostrogoths, Visigoths, ils sont tous arianistes. Les Burgondes sont arianistes aussi. Donc, on prend, quand on réfléchit un peu, ça devient des troupes d'occupation, souvent gouvernées par un roi ou un chef de guerre local, hein, qui accapare, qui prend les biens des Gallo-Romains et qui en même temps refuse la religion des Gallo-Romains. Alors ils sont tous chrétiens, attention, hein, les Ariens ce sont des chrétiens. Mais cette opposition va conduire les Gallo-Romains, allez, simplifions, catholiques, à entrer en rébellion face aux autorités qui représentent l'Empire, qui sont les Burgondes et les Visigoths, etc. Évidemment, la question est différente du côté de Clovis, puisque Clovis est païen. Il est d'ailleurs marié à une fille de roi chez des Francs rhénans. Il a un fils. Avant Clovis a un fils qui s'appelle Thierry, qui va d'ailleurs devenir roi de ces provinces, et qui va l'aider d'ailleurs, parce qu'il est plus âgé que celui qu'il va avoir avec Clotilde, et qui va l'aider d'ailleurs dans les conquêtes. On va le voir intervenir en Auvergne et ailleurs. Donc, pour Clovis, la question religieuse ne se pose pas. Il est avec des catholiques, avec des Romains catholiques. Il les reconnaît. Il représente l'administration romaine, lui-même étant de l'administration romaine, puisqu'il est le chef militaire local, roi de son peuple, roi de son peuple. En fait, quand on connaît un petit peu la genèse et l'ethnogénèse de ces tribus, on s'aperçoit que la transmission n'est pas de père en fils pour la plupart. Elle se fait de père en fils, oui et non.
c'est-à-dire que le partage à la mort du père, le fils reçoit l'héritage, mais les frères aussi. Ce qui fait que tous les petits roitelets du nord de la France sont de la famille de Clovis et réclament autant que lui. Et un des premiers combats de Clovis, ça va être de rassembler tout le monde. Bon, je ne vais pas parler des guerres de Clovis, il y a des tas de gens qui le feraient mieux que moi, peut-être si ça se trouve, même sûrement, et autres. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il va devenir une force, petite force, face à Paris. Paris est tenu par un Romain. On va dire, mais alors il est romain catholique, catholique ou le problème du romain, c'est que il va s'allier avec les Visigoths. C'est ce qui va donner raison à Saint-Rémy de pousser Clovis à rejeter l'alliance avec le Romain et les Visigoths. Et c'est à partir de là que Clovis va conquérir. Or, il va s'appuyer sur quoi? Sur ses armées, évidemment, sur les gens qu'il va enrôler, évidemment, etc. Alors, il y a des tas d'événements, bon, peu importe. Ce qui est important, à mon humble avis, c'est qu'il va y avoir une alliance entre les Gallo-Romains chrétiens catholiques contre les chrétiens arianistes. Donc il y a l'opposition entre les différents royaumes, Visigoths et Burgondes, et ça. Saint-Rémy va pousser au mariage avec Clotilde. Clotilde est une branche de... Le père de Clotilde est un roi qui a été détrôné, assassiné, et Clotilde est reléguée, mais elle est catholique. C'est ce qui va permettre le passage. Donc on comprend bien que quand se construit ce pouvoir politique, il se construit sur les restes de l'Empire romain, avec comme arrière-fond la catholicité. Or, les Francs vont agir dans la romanité totalement différemment des Burgondes et des Visigoths, puisqu'ils vont se mouler, ils vont presque se dissoudre auprès des Gallo-Romains et non pas chercher à accaparer. Ils accaparent aussi, quand même pas exagérer, aussi, ils rançonnent aussi, il ne faut pas non plus en faire des saints, hein. Mais l'idée générale est qu'ils n'ont pas la force militaire, puisque ça, ils l'ont obtenu par les conquêtes. Ils enrôlent à tour de rôle, à tour de bras, tous les soldats qui veulent constituer l'armée, c'est pas ça. Mais ils n'ont pas la force familiale pour gouverner tout seuls. Et ils vont gouverner avec les Gallo-Romains. Ce qui fait qu'en un siècle et demi, on trouve de moins en moins de noms francs. C'est tout à fait les vieilles familles gallo-romaines qui vont continuer à administrer les régions, les pays, etc. C'est la première. Le choix de Clovis de choisir la catholicité, c'est pas un choix. Au fond, c'est pas un choix. Ça s'impose à lui parce que c'est la seule chose qu'il connaît de la romanité. Clovis accepte cette romanité, accepte de devenir catholique. Il va constituer, il va conquérir. La France, c'est pas la France que l'on connaît. Faut pas non plus croire qu'il y avait un hexagone, là, comme depuis les années 60, et que c'est à l'intérieur de ça que les choses se passent. Les choses se passent des bords du Rhin, de la Belgique seconde, donc jusqu'aux Pyrénées, même un peu plus, et du côté, on déborde un peu sur les Alpes. La Bretagne est rattachée au royaume de France, au royaume des Francs, pas de France, au royaume des Francs, est rattachée au VIe siècle.
faut bien savoir que toutes ces choses viennent de ces époques-là. La conquête du Languedoc, de la Provence, c'est les premiers Francs. C'est du 5e, 6e siècle. Après, il y a eu... L'histoire a fait que ça s'est recoupé en petits morceaux, etc. Mais au niveau du premier royaume, ou ce qu'on a appelé le royaume des Francs, pourquoi des Francs, je vais l'expliquer après, tous ces pays sont déjà rassemblés. Et c'est la première fois dans l'histoire. Du temps des Gaulois, 100, 150 tribus se répartissent les territoires. Certaines font beaucoup de commerce avec Rome et sont quasiment déjà romaines avant la conquête de César, d'autres pas du tout. En fait, quand on regarde un peu les cartes des différentes époques, on s'aperçoit qu'à part l'Auvergne de Vercingétorix, quasiment toute la Gaule et même pire. Il faut quand même savoir que, par exemple, Marseille, Agde et autres ont été créés par les Grecs et les Phéniciens, et les Romains par la suite. Ce sont des territoires qui sont entièrement romanisés bien avant la conquête de César. Hein, ce qu'on a appelé la Provence, la zone provençale et autres, possède déjà des embryons de lois romaines qui s'appliquent. C'est pour ça qu'il y aura toujours une différence, cette coupure qu'on va retrouver après entre le Nord, les pays d'Oï et les pays d'Oc, hein, vient de ces époques-là, où de même que la coupure en Belgique, entre la Belgique francophone et la Belgique flamande et autres, ça vient aussi de là. Ça vient de ces époques très lointaines. Mais quand Clovis prend le pouvoir, quelle langue parlait-il? J'en suis bien. Il parlait sûrement un patois germanique avec beaucoup de gallo-romains à l'intérieur. Ça va évoluer assez vite, hein, de toute façon. Et la construction politique, c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que dans l'Empire romain, surtout à la fin de l'Empire romain, c'était l'assassinat qui faisait le nouvel empereur avec une pseudo-élection. Quand on parle des barbares qui nous ont envahis, le peuple romain à la fin de l'Empire, dans ses mœurs politiques, était aussi barbare que les barbares. On me dira, mais non, il y avait des lois, il y avait des... Oui, mais il y en avait aussi chez les peuples germaniques et chez les peuples autres, d'ailleurs chez les Vandales, les Alains, etc. Bien sûr qu'il y avait. Mais globalement, la politique est violente. La conquête se fait violemment. Quand le roi, l'unique, le Clovis, meurt, ses biens sont répartis entre ses 4 enfants. Évidemment, Thierry hérite immédiatement de la partie Rhénane, et les autres se coupent le royaume en morceaux. Pourquoi on appelle ça alors le royaume des Francs? Parce que chez les Francs, il y a une tradition qui est qu'à la mort d'un des rois, tant qu'il existe un fils vivant, tout lui revient. C'est-à-dire que si je suis roi de Provence et mon frère roi de Bourgogne, si moi je meurs, la Provence revient à la Bourgogne. Ce qui fait qu'on va trouver, pendant les 250 ans que va durer les monarchies mérovingiennes, on va trouver 4 ou 5 rois uniques, qui vont durer des fois 40, 50 ans. Ce qui n'existe pas chez les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths et autres. Au fond, c'est cette petite particularité et l'alliance avec la catholicité qui va fabriquer le royaume. Et quand je parle d'unification, c'est que c'est la première fois
que les Gaules sont rassemblés. Les Gaules sous l'Empire romain, étaient répartis entre ce qu'on a appelé la Gaule chevelue et la Gaule romaine, ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport à la Provence et par rapport aux autres. Or, ils ne dépendent pas de la même origine, puisqu'il y en a une qui est une partie sénatoriale, qui vient de la République sénatoriale de Rome, hein, là, le sud, et l'autre qui vient de la République impériale des conquêtes de César. Et les lois ne s'appliquent pas de la même façon et de la même manière entre le nord et le sud. Première différence. Deuxième chose, c'est que quand on réunit chaque année autour de l'empereur romain les Gaulois, on réunit, c'est c'est la Gaule chevelue qui est réunie autour, à Condat, à côté de Lyon, par l'Empire. Toute la Gaule du Sud ne participe pas du tout de cette romanité-là. Elle est de la romanité impériale, elle est de la romanité sénatoriale. Et elle n'a pas de réunion. Même au moment où les chrétiens commencent à agir dans la politique, les conciles sont réunis et séparés entre le nord et le sud. Les diocèses, la France est coupée en deux grands diocèses. Un diocèse qu'on pourrait dire un peu plus bas que la Loire, mais enfin, frontière linguistique, hein, Oy, Loy, le nord, la capitale du diocèse, c'est Trèves. Au sud, c'est Vienne, sur le Rhône. Hein. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu d'unification du haut jusqu'en bas. Les traditions sont différentes, chaque peuple gaulois ayant gardé ses traditions, et en plus, avec la romanité, ça s'est accentué suivant la grandeur du chef local nommé par les Romains, et aussi par l'histoire. Les Romains sont installés là depuis 5 siècles. Hein. La Gaule fait partie de l'Empire depuis 5 siècles. Quand Clovis arrive, en 5 siècles, pensez bien que les choses se sont bien installées. Hein. Clovis va faire un bouleversement. En tant que, je vais dire chef, roi unique, il va organiser la première assemblée administrative de la Gaule du Nord et de la Gaule du Sud. Ça va être un concile religieux qui va se tenir à Orléans au début juillet. Alors, 511. De toute façon, les dates sont toujours un peu contestables. C'est pour ça que j'évite de trop en citer. Mais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dira « Oui, mais ça ne peut pas être 511, ça va être 512 ou 510 ». Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là qui, à mon avis, n'a pas grand intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Clovis reprend de la fonction impériale l'autorité d'assembler un concile. N'oublions pas que c'est l'empereur Constantin qui a imposé en 325 le concile de Nicée, hein, pour demander aux chrétiens qui venaient de reconnaître quelle est la nature de votre croyance. Quelle est la vérité de votre croyance? Non pas la vérité, savoir si vous avez raison ou tort, mais la vérité, qu'est-ce que les croyants chrétiens doivent savoir? Ça, c'est le concile de Nicée. Et Clovis, alors il y en a eu d'autres, hein, plusieurs empereurs ont réuni des conciles, etc. Il faut bien comprendre que les conciles de cette haute époque étaient souvent des conciles de discussion sur la nature du Christ. C'est pour ça que, quand on parlait tout à l'heure des arianismes et autres, c'est des figures très importantes. Quelle est la nature du Christ? Là, Clovis même d'ailleurs Constantin n'a pas imposé telle ou telle croyance, telle ou telle chose qu'il fallait croire en disant c'est la vérité. Constantin a demandé aux évêques, aux cardinaux, aux évêques, aux chrétiens rassemblés, quelle est
Décidez vous-même quelle est votre foi. L'important pour Constantin, c'est, par exemple, de pouvoir organiser l'administration religieuse du royaume, enfin de l'Empire à l'époque. Et Clovis va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que le premier concile d'Orléans de 511, c'est pas le premier concile qu'il y avait en France, il y en a eu d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, séparés dans la zone sud, d'autres dans la zone nord. Même d'ailleurs sous l'autorité des rois burgonds ou visigoths. Mais Clovis va faire en sorte que dans son royaume, autorité, province, dépendant de l'Empire, il n'y ait qu'une seule autorité religieuse. Le concile de 511, on va constater du nord au sud, et c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une assemblée, la religieuse, mais il y a eu des conciles laïques, mais nous n'avons pas trace. Nous n'en avons pas trace. Cette unification va se poursuivre, puisque petit à petit, il va être décidé, par exemple, dans ce concile, que c'est le roi a autorité et qu'il est le défenseur de l'Église, position que vont avoir tous les rois de France par la suite. Je parle des rois de France, je ne parle pas des Carolingiens. Je parle des rois qui vont hériter par-delà quelques siècles, donc les rois mérovingiens et ce qu'on a appelé les Capétiens, etc., et la grande lignée des rois. Les Carolingiens, c'est une autre destinée. La façon dont les choses se passent, c'est qu'il est reconnu par les évêques catholiques romains, augustiniens, comme ayant pouvoir d'organiser les conciles et de défendre les églises, de les administrer comme pouvoir politique, mais pas de les administrer en religion. Clovis, d'ailleurs les rois de France, ne se mêleront jamais de la croyance religieuse. Mais par contre, il leur appartient pour gérer le territoire d'organiser. C'est effectivement cette position très particulière qui va faire que le royaume des Francs, en s'appuyant sur les gallo-romains, en incorporant à sa citoyenneté romaine tous les peuples, le roi administre tous les peuples, gallo-romains, bourguignons, visigoths, saxons, etc., etc. Le roi de France administre de sa puissance, je dirais presque impériale, mais c'est pas une puissance impériale puisqu'il est soumis à l'empereur. D'ailleurs, les empereurs d'Orient, les derniers qui restent, il n'y a plus d'empereur à Rome, hein, à part, on en parlera un peu après, le reconnaissent comme Patrice des Gaules. C'est de cette reconnaissance et de la reconquête d'une partie de l'Italie par quelques empereurs dans les siècles qui vont venir, on fait toujours confiance aux Francs. L'alliance particulière de Clovis avec l'Église catholique, ce qu'on va appeler l'Église catholique, augustinienne, fait qu'il accepte de fait enfin, il les connaît pas, je pense, mais il les accepte de fait et il les applique, la théorie de saint Augustin, de la cité des dieux, de la cité de Dieu, et de la cité céleste et la cité terrestre, et que la cité terrestre doit aller vers Dieu. C'est ce qui fait l'originalité, mais pas seulement. C'est qu'il faut bien comprendre que dans l'église de l'époque, l'église romaine de l'époque, en dehors des arianistes, il y a ce qu'on appelle les pélagiens, moine Pelage, moine breton Pelage, qui dit quoi? Qui est pour, et là on va presque souhaiter, qui sont pour le libre arbitre.
C'est-à-dire qu'ils refusent ils refusent le baptême, par exemple, considérant que les enfants doivent avoir, les enfants et adultes, évidemment, doivent avoir leur libre arbitre. Problème que l'on va retrouver plein de siècles après dans le jansénisme, dans l'opposition entre le jansénisme et les jésuites. Pour vous dire qu'il y a une certaine continuité dans toutes ces choses-là. Et que Saint-Augustin avait combattu les pélagiens, et tout le monde va s'appuyer sur Saint-Augustin pour. Donc l'Église, alors on peut pas, là je vous ai beaucoup parlé effectivement de ce qu'allait devenir le royaume des Francs, mais si on prend le reste de la romanité occidentale, elle est éclatée de même manière. On trouve des croyances religieuses dans tous les sens. Et le pape de Rome, d'abord le pape de Rome, il y en a deux. Il y a Anastase et Laurent. Le roi ostrogoth, a appuyé Anastase. Donc Laurent est mis de côté. Mais Anastase excommunie l'empereur d'Orient. Parce que l'empereur d'Orient, auquel il doit être soumis, logiquement, prêche une autre conception religieuse. Catholique, enfin pas catholique, chrétienne. Et envisage une reconquête militaire de Rome, de l'Italie, disons, de Rome-Italie. Or, le seul pouvoir impérial, royal impérial romain, c'est Clovis. Et les papes vont s'appuyer sur les Francs pour maintenir Rome à Rome et pour pouvoir combattre, à un point tel que une des filles de Clovis va être mariée avec le roi des Goths pour essayer justement d'apaiser les conflits et de maintenir la paix entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Donc on comprend bien que la geste de Clovis dépasse, est fondatrice, révolutionnaire, puisque c'est une alliance qui se fait d'un peuple qui a des traditions autres que la romanité, mais qui va en même temps se mouler dans la romanité, et en même temps mouler la romanité à ses traditions propres, entre autres, par exemple, je dirais du mélange ethnique, qui n'est pas accepté chez les Romains, mais qui est accepté chez les Francs. On accueille dans les familles, dans la romanité, on accueille toutes les ethnies et autres. Et en même temps, révolution, parce que cette alliance va reconforter Rome dans sa puissance. La geste de Clovis, en ce sens-là, est bien à l'origine de ce qu'on va appeler au XIe, XIIe siècle, le royaume de France. C'est quand on veut contester que ce sont bien les rois, mérovingiens, carolingiens, capétiens, qui ont fabriqué, construit le royaume, construit la France. Pour que la France existe, elle est construite autour de ça. Hein. Quand on va le contester, on va dire oui, mais non, c'est le peuple, ce que fait Michelet. Michelet, après la Révolution française, où on a coupé la tête au roi, il faut trouver une autre légitimité, il faut trouver quelque chose. Avant, on était du roi. On était du roi de France. On ne se posait même pas la question, c'était pas du nationalisme, du tout. Justement, c'est la Révolution qui invente le nationalisme. Mais avant, il y a une espèce de nation, machin truc. Hein. Elle l'enferme. Avant, on était du royaume de France. Et d'ailleurs, la multitude d'étrangers qui ont servi le royaume de France ne se posaient pas la question. Ils ne demandaient pas la nationalité française à la sortie. C'était normal. On était du royaume de France. Évidemment, si on coupe la tête au roi,
21 janvier, on perd une identité, on perd son identité. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité nationale, évidemment. Mais on perd ce qui fait la substance de cette longue continuité des rois, on la perd, et à ce moment-là, il faut en construire une qu'on va fabriquer petit à petit pendant tout le 19e siècle, autour du nationalisme, autour de ces choses-là. Et Michelet va participer de ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire qu'il va fabriquer dans ses livres l'histoire des Mérovingiens, l'histoire de cette petite bergère qui sauve le royaume de France. C'est Michelet qui fabrique tout ça. Alors, je ne vais pas dire là qu'avant on n'en parlait pas, mais on n'en parlait pas du tout de la même façon. Et on voit bien que ça ne démarre et ça ne peut démarrer qu'avec la geste de Clovis. Voilà, je vais arrêter là ce long petit discours, hein, et j'espère à bientôt. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.